On a le plaisir d'accueillir Abdou Karim Tanjigora, qui est maître de conférence en histoire moderne et contemporaine à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et on le remercie tout spécialement parce qu'on a été obligé de décaler cette séance du 23 mars à aujourd'hui, le 20 avril, en raison du mouvement de mobilisation contre la réforme des retraites. Alors aujourd'hui, donc, Abdou Karim Tanjigora va nous présenter une partie de ses recherches. Ces recherches portent en fait sur l'histoire du développement au Sénégal et elles portent. Alors il est parti de l'étude de deux régions, le Boundou et le Gadiaga, qui sont au cœur de l'ouvrage qu'il a publié en 2015 aux éditions L'Harmattan. Et il s'est placé dans une perspective longue des années 1885 aux années 1980, perspective longue qui est assez familière aux historiens de l'économie. Alors, ses recherches portent sur l'histoire du développement, l'histoire économique, notamment l'histoire du travail et l'histoire des migrations. Et donc, aujourd'hui, il va nous présenter une partie de ses recherches qui portent sur l'agriculture sénégalaise au lendemain des indépendances et sur les méthodes et les enjeux qu'il emploie. Et j'ai le plaisir de lui passer tout de suite la parole. Oui, bonjour Emmanuel, merci beaucoup. Désolé encore pour ce problème technique que c'est lié au fait que je n'utilise pas Zoom. Souvent, les présentations, on les fait en présentiel, c'est-à-dire physiquement, pas en mode virtuel. Et merci beaucoup de m'avoir associé à ce programme-là. Je profite de l'occasion pour remercier Béatrice à travers qui on s'est connus et par l'intermédiaire de qui également j'ai pu participer à cette série de séminaires. C'est vrai, Emmanuel, mon travail porte en fait sur mon travail de thèse a porté sur le Boundou et le Gadiaga, l'évolution économique et sociale de 1885 jusqu'à 1981. Donc, j'ai eu en fait, le problème que j'évoque ici, la question de l'agriculture, je l'ai traité un peu dans le cadre de cette thèse, mais vraiment dans un cadre temporel, un cadre spatial un peu plus réduit, c'est-à-dire des régions. Et là, je me suis intéressé depuis 2 ans, depuis l'année dernière, en tout cas à la question de l'agriculture, mais à l'échelle nationale. En intégrant justement, parce que l'intérêt d'utiliser les chiffres est venu à travers cette collaboration que que nous avons en tout cas avec Béatrice depuis quelque temps. Je travaillais sur l'histoire économique, mais je n'avais pas totalement intégré cette question des chiffres, même si je les utilisais dans mon travail. Et ça m'a permis, en tout cas, d'avoir davantage en tout cas, d'éclairage pour certaines questions que je traitais. Donc, merci pour cette collaboration. Alors, mon thème d'aujourd'hui, c'est chiffrer l'agriculture sénégalaise au lendemain des indépendances, méthodes et enjeux. Alors, comme vous le savez, le Sénégal est un pays sahélien. Donc, qui dit sahélien parle des problèmes écologiques, hein, parce que c'est un espace quand même où il pleut très peu, où la dégradation du climat se fait sentir davantage tous les ans. Donc, c'est un pays sahélien avec une superficie que vous voyez, 219 253 km², et puis 3 273 000 habitants en 1960. Ce n'était pas beaucoup, hein, mais à partir en 2000, on est déjà à 10 millions. Donc, le taux de croissance de la population est assez élevé, hein, 2,6 à 2,8% par an. Et dans cette population, en tout cas, l'effectif des gens qui pratiquent l'agriculture, en tout cas, le taux en tout cas, de la population qui pratique l'agriculture est à 75%, donc ce qui est très important. Et cette agriculture emploie à partir comment dirais-je, jusqu'en 2000, hein, cette agriculture continuait à concerner au moins plus de 50% de la population. Et parmi les actifs, donc sénégalais de manière générale,
3 millions 81 000 habitants étaient considérés directement par l'agriculture. Donc, ce qui est quand même un effectif très important de gens qui pratiquent l'agriculture. C'est une activité importante au Sénégal. Donc, je passe à la diapo suivante. Alors, l'agriculture est en tout cas un pilier. Hein, c'était d'abord un pilier de l'économie coloniale. Donc, la place que le Sénégal accorde aujourd'hui à l'agriculture est liée à cet héritage colonial. Donc, cet héritage colonial a permis, en tout cas, si on a mis l'accent sur l'agriculture pendant la période post-coloniale, c'est parce que en recouvrant l'indépendance, il n'y avait pas, en tout cas, des secteurs qui étaient en mesure de supporter les politiques de développement économique qu'on envisageait. Chiffrer l'agriculture en employant essentiellement les statistiques de la production est pour moi, en tout cas, une façon d'évaluer la pertinence des politiques agricoles élaborées et l'enjeu qui motivait leur mise en place. Alors, je ne cherche pas à travers ces chiffres à savoir les statistiques, à savoir comment les traiter, comment les utiliser, comment ces statistiques ont été recueillies. Non, ce que je veux savoir, en tout cas à travers ce travail-là, c'est surtout d'évaluer les politiques, les différentes politiques qui ont été mises en place de 1960 à 1995, comment les chiffres de la production, par exemple, rendent compte de la pertinence ou non de ces politiques-là. Donc, c'est en fait ça le but de cette recherche. Donc, j'ai pris deux périodes. Donc, il y a une période qu'on appelle la phase de la politique agricole, qui va de 1960 à 1980. Donc là, je pense que je me suis trompé, c'est 1960 à 1980. Donc, qu'on a appelé la phase de la politique agricole. Et puis, une autre phase, c'est-à-dire la phase de la nouvelle politique agricole de 1985 à 1995. C'est vrai qu'il n'y a pas que ces phases, hein. Il n'y a pas que ces politiques agricoles, c'est-à-dire la politique agricole et la nouvelle politique agricole. Il y en a d'autres. Hein. Il y a par exemple le plan REVA, retour vers l'agriculture, qui a été pensé, en fait, qui a été mise en place par le président Abdoulaye Wade, c'était en 2005, mais c'était surtout cette politique-là, c'était surtout pour permettre aux jeunes sans emploi, en tout cas qui se lançaient dans l'immigration, de revenir au Sénégal, ou en tout cas de rester au Sénégal, de travailler dans en fait, dans le secteur agricole, de développer l'agriculture pour ne pas être amené pour ne pas être tenté à aller vers l'immigration. Donc le plan REVA, c'était ça, retour vers l'agriculture, justement pour permettre aux jeunes, en tout cas sans emploi, les gens en chômage, de pouvoir travailler. En même temps, développer l'agriculture dont on a besoin, c'est clair, parce que le Sénégal n'est pas autosuffisant, mais aussi créer des emplois. Donc, il y a ce plan REVA-là. Ensuite, en 2008, il y a la Goana, grande offensive pour la nourriture et l'abondance, en 2008. En fait, cette politique-là a été mise en place parce que, il y a, comme vous le savez, il y a eu les émeutes de la faim en 2008. Donc, ces émeutes de la faim, donc, le président a trouvé nécessaire de développer l'agriculture pour pouvoir aller vers l'autosuffisance. Donc, il y a ces plans-là, mais que je ne peux pas traiter hein, parce que non seulement je n'ai pas assez de données, mais le temps ne me permettra pas d'aborder convenablement cette partie-là. Alors, je passe au diapo suivant, c'est-à-dire que l'agriculture comme vecteur de l'économie coloniale. Donc, c'est juste un peu l'historique, hein, parce que l'agriculture a été un pilier de l'économie coloniale en Afrique de l'Ouest, hein, au moins pour deux raisons. La recherche de matières premières, parce que dans les colonies, il y avait une sorte de division internationale du travail, où si on préfère, il y avait ce qu'on appelle le pacte colonial. Les colonies sont spécialisées dans la production agricole.
hein, c'est-à-dire dans la fourniture de matières premières qui peuvent être agricoles. Et la métropole, sa fonction, sa mission, c'était de transformer. Donc, il y a une chaîne de valeur qui commence par les colonies avec la production de matières premières, la production de matières premières agricoles ou de matières premières minières. Et puis, la phase de la transformation, la responsabilité de la transformation incombe à la métropole. Donc, il y a cette division internationale du travail qui faisait que les colonies, notamment les colonies de l'Afrique occidentale française où on a privilégié l'agriculture, donc les colonies étaient surtout positionnées dans leur rôle de production de matières premières, dans le rôle de production de matières agricoles, et ce qui donne une certaine importance à cette activité-là. Et il y a aussi le fait qu'on veut faire de l'exploitation coloniale, en fait, faire l'exploitation coloniale à l'économie, c'est-à-dire exploiter les colonies sans trop dépenser. Et je pense que le secteur qui demandait moins d'investissement à l'époque, c'était quand même l'agriculture. Parce que l'industrialisation, voilà, c'est un secteur dont la mise en place demande beaucoup de moyens. Et en même temps, il y avait ce que l'on appelait le gradialisme, qui est un concept qui a été emprunté aux Anglais. C'est-à-dire le gradialisme, c'est de dire que les colonies ne doivent pas être développées par la mise en place d'une industrie. Même si cette industrie doit intervenir, elle doit se faire graduellement pour éviter qu'il y ait un prolétariat indigène qui serait synonyme de remise en cause de l'ordre colonial. Donc, il y a pour cette raison-là aussi, on ne voulait pas mettre en place un tissu industriel. Ce qu'on voulait, c'est de développer l'agriculture et puis que cette agriculture-là puisse alimenter, comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre du pacte colonial, de la chaîne de valeur, cette industrie métropolitaine. Donc, je passe au diapo suivant. Il y a, ce qui montre l'intérêt de cette agriculture-là aussi pendant la période coloniale, c'est le plan Saro. Donc, il y a des investissements qui ont été faits. Par exemple, le plan Saro avec la mise en place comment ça s'appelle, de la station agricole de Bambey. Bambey, c'est au Sénégal, pour la recherche autour de l'arachide. Il y a aussi la station de Mai en Côte d'Ivoire autour du cacao, la station de Popé au Dahomey, hein, pour le palmier à huile. Donc ça, c'est des investissements dans l'agriculture qui montrent la place qu'occupait cette agriculture-là dans le secteur, en fait, dans l'évolution des affaires coloniales. Et il y a la création du comité consultatif de l'agriculture, du commerce et de l'industrie auprès du ministère des colonies, hein, en 1885, où l'essentiel des efforts de l'entreprise coloniale à cette époque-là était concentré autour de l'agriculture. Donc la création de ce comité-là, c'était de permettre de conseiller le ministère des colonies pour les investissements ou bien en tout cas les démarches, en fait, les politiques à mettre en place dans le cadre de l'agriculture. Ça montre aussi cette importance de l'agriculture. Il y a le service de l'agriculture qui a été créé en 1919, hein, comme vous le voyez. Donc, le service de l'agriculture a été implanté dans toutes les colonies et puis il y a comment dirais-je, des services qui sont, en tout cas des départements qui sont au niveau ou des directions plutôt, qui sont au niveau de ce que l'on appelle les cercles et les circonscriptions, qui permettait en gros de suivre. C'est d'ailleurs le seul secteur qui avait aucun autre secteur n'avait ça. Il n'y avait que l'agriculture qui avait cette nomenclature administrative qui suivait l'évolution de l'exploitation, en tout cas l'évolution de l'économie coloniale. Donc, au niveau des cercles, on avait des directeurs. Au niveau des circonscriptions, on avait des agents qui suivaient l'évolution de l'agriculture. Donc, ça montre un peu l'importance de cette agriculture. Il y a l'inspection de l'agriculture aussi qui a été mise en place en 1919, qui conseillait le gouvernement général de l'AOF sur les décisions à prendre, qui contrôlait aussi le travail sur le terrain. Donc, tout ça montre l'importance de l'agriculture. Donc, au terme de la colonisation, 54% de l'économie coloniale reposait sur l'agriculture, hein, avec bien sûr des activités connexes liées à cette agriculture-là. Et 80% de la population était rurale et 78% de ces 80 étaient des agriculteurs, des cultivateurs, comme on dit. Alors, je passe au diapo suivant.
Donc, le tournant colonial, le tournant colonial, en fait, c'est, je veux dire par là, tout le travail qui a été fait pour passer de l'économie de traite, de l'économie coloniale, de l'économie marchande coloniale à une économie post-coloniale, à une économie de développement. Il a fallu d'abord un changement institutionnel parce qu'il faut passer de cette économie coloniale-là, en tout cas de ce système colonial, de ce régime colonial, à un nouveau régime qui est un régime socialiste. Hein, donc, ce changement institutionnel-là est intervenu. Et puis, on a renoncé à l'économie de traite. L'économie de traite, comme vous le savez, c'est une économie qui est, en tout cas au Sénégal, qui est circonscrite autour de l'arachide. On produisait de l'arachide en 3 mois et puis au bout de 3 mois, il y a des campagnes. Donc, les huiliers qui sont en France envoyaient un pactole qui permettait de collecter cet arachide-là, d'acheter cet arachide. Et au bout de 3 mois, voilà, tout s'arrête. Donc, tout se fait tout se fait en 3 mois. Et puis, au bout de ces 3 mois-là, on vient, on collecte les arachides. Et puis, les prix sont définis en métropole. Et il y a des arrêtés qui, en tout cas, qui décidaient des prix en tout cas, à donner pour ce qui est des tonnes ou bien des kilogrammes d'arachides. Mais ces prix-là n'étaient même pas respectés une fois sur le terrain parce que les traitants qui étaient souvent à un certain moment des Libano-Syriens ne respectaient pas ces prix-là. Ils augmentaient, ils élevaient les prix des marchandises et faisaient tout pour baisser le prix aux producteurs. Donc, il y avait ce système-là qui défavorisait un peu le paysan, le cultivateur, comme on dit, les agriculteurs, comme on dit en France. Donc, il y a cette économie-là qu'il fallait changer, hein, se défaire des petits groupes d'intérêt particuliers, comme je le disais tout à l'heure, les traitants, les maisons de commerce, parce que les maisons de commerce, c'était en gros des firmes qui étaient au niveau des colonies, et puis ces firmes-là avaient des agences dans les grandes villes à Dakar comme des agences et des opérations des opérations de brousse au niveau des campagnes. Et ces opérations de brousse-là étaient tenues par des traitants. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ces traitants faisaient des prêts et puis pratiquaient l'usure. Donc, ça ne favorisait pas, en gros, l'épanouissement du paysan. Donc, c'est tous ces systèmes-là qu'il fallait, en gros, changer. Donc, il fallait changer en mettant en place de nouvelles politiques, de nouvelles politiques qui reposaient en gros sur le paysan, parce que, comme je le disais, l'économie était reposée, l'économie coloniale reposait sur l'agriculture, donc on a hérité de l'agriculture coloniale, donc il fallait tout faire pour que ce développement-là repose sur l'agriculture aussi, parce qu'on n'avait pas dans tous les cas le choix. L'industrialisation a été prononcée, mais cette industrialisation-là, il faut bien qu'elle repose sur quelque chose. Et cette industrialisation devait reposer justement sur l'agriculture, comme le conseillait à l'époque le tandem Mamadou Dia et Léopold Sédar Senghor. Donc, la première politique, c'est la politique qu'on appelait la politique agricole. De 1960 à 1980, c'est ce qui va être pratiqué, la politique agricole qui va être imposée, en tout cas au niveau du Sénégal. Et à partir après l'échec de cette politique-là, à partir de 1985 et jusqu'à 1995, c'est la nouvelle politique agricole. Donc, je passe rapidement au diapo suivant. Donc, la méthodologie que je vais employer, parce que là, c'était un rappel qui a été un peu long, mais je tenais quand même à montrer la connexion qu'il y a entre la pratique de cette agriculture coloniale et le prolongement pendant la période post-coloniale. Donc, la méthodologie employée, mobilisée comporte deux approches. Donc, une approche historique qualitative qui vise les principales étapes de la politique agricole du Sénégal en s'intéressant à leur genèse, et puis à leurs objectifs, mais également à leurs caractéristiques. Et une approche statistique rétrospective d'inspiration institutionnaliste visant à partir de l'usage des séries chronologiques, donc toutes les statistiques que nous avons, pour voir l'efficacité, comme je le disais tout à l'heure, de ces politiques-là sur la période couverte 1960-1995. Donc, c'est une approche à la fois synchronique, donc évolutive. On essaie de voir un peu l'évolution de la production, parce que le travail, il repose surtout sur
les chiffres de la production, l'évolution de la production, et puis également de comparer. Donc, l'approche diachronique, c'est de pouvoir comparer en un même moment plusieurs, c'est-à-dire spéculations, que ce soit l'arachide ou le maïs, ou en un même moment. Alors, je passe rapidement à la politique agricole pour ne pas perdre trop de temps. La politique agricole 1960-1980 est mise en place en 1960 et est caractérisée par une forte mainmise de l'État. Donc, quand on est sorti de la colonisation, l'économie, parce qu'il s'inspirait un peu des institutionnalistes, hein, en disant que l'économie, en tout cas dans un premier temps, quand l'État n'a pas d'épargne nécessaire pour développer une économie, il faut en fait, comment dire, que l'État lui-même, que le secteur public, voilà, puisse prendre en charge certaines choses. Parce que le privé n'était pas suffisamment fort, le privé n'était pas suffisamment robuste pour entreprendre certaines choses. Donc, c'est l'État qui doit prendre en charge. Donc, cette politique agricole, quand on voit bien, s'inspire en tout cas de cette idée-là, que l'État doit prendre sa place, être présent, être à la place des entreprises privées. Et cette politique se situe dans le prolongement de la politique de spécialisation. Ok, ça, je pense que je l'ai déjà dit. Donc, la principale préoccupation, c'était en gros de faire supporter à l'agriculture, en tout cas l'industrialisation qu'on projette. Donc, il faut d'abord développer l'agriculture pour qu'elle puisse servir de soubassement à cette industrialisation. Et faire également de cette agriculture le levier de la croissance économique, parce que de toute façon, c'est le seul secteur hein, qui était là. Donc, faire de ce secteur-là un levier de la croissance économique pour le développement. Parce qu'à cette époque-là, des années 60, on continuait encore à considérer la croissance économique comme, en tout cas, l'indicateur le plus sérieux pour le développement. Alors, je passe au diapo suivant. Alors, c'est le père Lebré qui a fondé l'IRFED, qui était là, en tout cas, qui était l'acteur principal de cette politique agricole, en tout cas de sa mise en place, parce que le père Lebré est parti, a quitté le Sénégal en 1963, je pense même qu'il est décédé en 1964. Donc, il a fondé l'IRFED, qui est, je pense, qui se situe aujourd'hui à Glacière, je pense, métro Glacière, où on a d'ailleurs beaucoup de documents sur cette période-là pour ceux qui sont éventuellement intéressés. Donc, c'est le père Lebré hein, qui disait, en tout cas à cette période-là, qu'il fallait accroître la production arachidière, c'est-à-dire que lui, il recentre déjà l'économie arachidière, l'économie sénégalaise autour de l'arachide. Et pourtant, on avait parlé de diversification à l'époque, mais il disait que tant que le Sénégal ne trouve pas un produit qui se substituerait à l'arachide, il faut il faut insister sur cette culture-là. Hein? Bon, c'est vrai que néanmoins, la production céréalière a augmenté hein, pendant cette période de 1960 à 1980. Mais c'est l'arachide qui était la principale spéculation qui attirait tous les investissements. Alors, je passe au diapo suivant, la politique agricole toujours. Les caractéristiques caractérisées par une étatisation et surtout par la création d'un certain nombre de structures. Donc, cette période-là de la politique agricole est caractérisée par une mainmise forte de l'État qui va créer des structures, en fait, des coopérations paysannes au sein desquelles il y aura l'animation rurale. L'animation rurale, c'est en fait, on s'est dit qu'après, au sortir de la colonisation, qu'il y a un fort taux de la population qui n'est pas instruit. Donc, on ne peut plus les amener à l'école, c'est des adultes. Donc, on va créer ce qu'on appelle l'animation rurale pour permettre à ces paysans-là de se cultiver hein, et puis de prendre en main leur propre destin. Donc, c'était ça l'animation rurale. On a créé aussi l'office de commercialisation agricole. L'office de commercialisation agricole, c'était en gros pour se substituer aux traitants, parce qu'on disait que les traitants étaient les fossoyeurs du paysanat. Donc, il fallait créer une structure de commercialisation
étatique qui va respecter comment dirais-je, les droits des paysans et leur permettre d'avoir plus de revenus. Et l'Office de commercialisation agricole, c'était surtout une structure pour charger de la commercialisation. Il y a les centres régionaux d'assistance pour le développement. C'était surtout des structures qui se chargent de la partie technique, tout ce qui est fourniture d'intrants, tout ce qui est fourniture de matériel agricole, fourniture de semences, d'engrais, etc. Et il y a la banque qui est là, qui finance aussi toutes les opérations au moment de la traite, c'est-à-dire du commerce de l'arachide, et qui finance aussi l'office de commercialisation, les centres régionaux pour pouvoir fournir du matériel et des intrants aux paysans. Alors, je passe au diapo suivant, vite fait. Alors, en 1960, donc, après avoir mis toutes ces structures-là, donc on voit déjà l'état de progression de ces structures-là au niveau des cercles. 23 cercles sur 28 étaient déjà touchés par cette animation rurale, par les coopératives, etc. Il y avait 7500 animateurs villageois qui étaient formés. Il y avait 812 groupements coopératifs, des groupements coopératifs ou pré-coopératifs qui étaient dans les villages déjà. Donc, 170 000 tonnes d'arachide, soit 20% de la récolte dans la première année, d'après Albert Ndiaye, qui était le directeur de la coopération. Et dans la campagne, pendant la campagne 1961-1962, les groupements sont au nombre de 1123. Qui commercialisent 50% de la production, ça c'est un progrès important, mais l'objectif c'était d'arriver à la commercialisation de l'intégralité de la production sans passer par les traitants. Donc on voulait vraiment carrément mettre à l'écart les traitants qui étaient du secteur privé. Alors là, cette courbe, je ne sais pas si elle apparaît clairement, nous avons évoqué plus haut l'enjeu de la politique agricole. La finalité, comme l'envisageaient les autorités sénégalaises, c'était de mettre en place un système industriel qui dépendait de cette production agricole. Donc, avant de lancer le programme d'industrialisation audacieux, il convenait déjà de s'assurer préalablement que la production agricole peut être augmentée pour faire face à la demande qui va évoluer, bien naturellement. Ce tableau montre une certaine instabilité quand on regarde 1900, et s'arrête à 1975. Donc, je me suis arrêté à 1975 parce qu'il y a, j'ai manqué de données entre 75 et 80. Voilà. Donc, ce tableau montre une instabilité de la production en dépit des efforts consentis, comme je viens de dire, la mise en place des structures, la présence de l'État, la fourniture d'intrants, la fourniture d'engrais, la fourniture de semences, de matériel agricole, etc. On voit quand même que ce n'est pas tellement ça, l'évolution n'est pas fulgurante. Le niveau record de production, comme vous le voyez sur le tableau, c'est 1967. C'est 1967 où on a eu... Donc là, vous avez deux courbes. En orange, vous avez la courbe de la production et puis en bleu, la courbe des superficies. Donc, en 1967, on a eu le record, c'est-à-dire jamais atteint depuis la période coloniale, de production en termes d'arachide. Et le minimum correspond à 1973, 1970-73, sauf pour 1971, et ça s'explique par le fait que à cette époque-là, 1970 à 73, le Sahel était confronté à une crise économique, crise écologique, pardon, terrible. Il y avait une insuffisance de pluviométrie et puis ce qui a eu des impacts considérables sur l'agriculture. C'est ce qui explique un peu cette baisse-là entre 1970 et 1973. Bon, la croissance, quand vous le voyez, elle est un peu erratique. Vous voyez, en fait, la croissance, je l'ai calculée en faisant le rapport, en fait, 1900, c'est-à-dire la production de 1961 moins la production de 1960, divisé par la production de 1960, multiplié par 100. C'est ça qui donne la croissance. Alors là, on a, par exemple, 1960-1961, la croissance est de 4%. Donc la croissance, elle se trouve toujours dans la première colonne. Entre 62 et 61, la croissance se trouve
sous le 61, donc moins 1%. Donc, on voit que l'évolution, elle est un peu chaotique, elle est un peu erratique. On a des croissances qui sont positives et des croissances qui sont parfois négatives. Donc, ça montre tout simplement que la politique agricole n'a pas été non plus un grand succès parce qu'il n'y a pas une grosse évolution. Quand on voit, on n'atteint pas des chiffres extraordinaires à part quelques trucs. Mais voilà, c'est juste une politique qui permettait d'atteindre un certain seuil, et ce seuil-là, il ne dépassait jamais, il est plafonné à 1 200 000 tonnes d'arachides. Alors, pour ce qui est des superficies, hein, comme on l'a remarqué, là également, il y a une oscillation des données. Hein. La courbe présente une allure plus stable, ce qui n'est pas forcément bon d'ailleurs, quand c'est stable, même si c'est plus stable que la production, ce n'est pas forcément bon, parce que quand c'est stable, cela veut dire qu'il n'y a pas d'évolution des superficies. Et nous sommes, comme vous le savez, dans le cadre d'une agriculture extensive, hein, ce n'est pas une agriculture intensive. Donc, dans le cadre d'une agriculture extensive, l'évolution des superficies détermine en tout cas la qualité en tout cas l'évolution, la croissance de la production et puis de l'intérêt que l'on porte aussi à l'agriculture. Alors, les chiffres des aires cultivées hein, se situent globalement entre 1,1 million et 1,2 million, alors que ceux de la production entre 600 000 et 1,2 million. Donc, on n'a pas une grosse production non plus, même si en 1967, on a le summum de la production. Compte tenu de tous les moyens qui ont été mis à la disposition de l'agriculture, des investissements et tout, on peut considérer que la politique agricole n'était pas non plus un grand succès. Alors, toujours pour ce qui est de la production arachidière, je viendrai à d'autres spéculations, mais pour ce qui est de la production, là, j'ai pris sur 15 ans, entre 15 ans d'intervalle, en partant de 1960 à 2015. Alors, on voit là, par contre, que quand on supprime les creux et les pics, l'allure de la courbe de la production d'arachide entre 1960 et 2000 se présente ainsi, donc sur un intervalle de 15 ans. On se rend compte ici que la période de la politique agricole, c'est-à-dire 1960-1980, est la meilleure séquence en termes de production d'arachide au Sénégal. Voilà, donc à partir de 1975, comme vous le voyez, c'est vrai que quand on prend ça comme ça, on ne voit pas des creux, parce que pourtant il y en a, bien sûr, surtout avec la crise pétrolière des années 1974, qui a impacté aussi sur la commercialisation et puis sur la production. Et il y a la sécheresse du début des années 70, comme vous l'avez dit, mais il y a une reprise automatiquement après. Donc, il y a juste une année où on remarque une chute et puis l'année suivante, ça reprend. C'est pourquoi la courbe ne fait pas apparaître cela. Mais quand on regarde l'allure générale, on voit que c'est la seule période où on a une évolution positive de la production. Et là également, quand vous regardez les croissances, ça se voit facilement. Donc, 1960 sur le tableau en haut, 1960-1975, c'est 35%. Donc, c'est toujours le rapport entre la production de 75, la production de 75 moins la production de 60, divisé par la production de 60 multiplié par 100. Donc, c'est ça qui donne la croissance. Et quand on voit les autres années, on voit que c'est toujours moins, à part 2005. Comme je vous ai dit, 2005, c'est tout simplement parce qu'on avait mis en place ce plan REVA, qui est un plan retour vers l'agriculture qui a amené l'État à investir beaucoup dans l'agriculture pour permettre de maintenir les jeunes au Sénégal pour ne pas emprunter la voie de l'immigration. Donc, on voit qu'à partir voilà, donc ça, je pense que je peux passer rapidement et pour ne pas, je n'ai pas regardé l'heure. Ouais. Okay. Alors, là, c'est toujours, alors je ne sais pas quelle est je pense que c'est le 1000. Je ne sais pas trop, parce que je ne vois pas carrément la courbe.
Voilà. Désolé, oui, Là, je pense. c'est vrai que alors, en fait, j'ai un peu du mal à passer les diapos. Alors, donc je passe là. Donc ça, c'est là. On est encore là sur la super. Attendez, c'est quoi Ah, ça? vous êtes alors, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire. Alors, revenez plus. Non, non, remontez, venez là où j'étais. Le problème, c'est que ça marche pas toujours. Diapo 12, Ouais, attendez. Diapo 12, 13. Vous êtes Diapo 13. Je ne sais pas si on a les. Non, mais il est bloqué le truc. Il est bloqué? Ouais, alors attendez. Alors, je suis. Alors attendez. Maïs. Oui. Niébé. Non, plutôt dans. Voilà, voilà, voilà. Riz. Revenez, revenez. La série est superficie cultivée et la précédente, c'était Voilà, bah, arachide. ouais, voilà. Donc, c'est là où j'étais tout à l'heure. Hein. Je ne sais Voilà, pas voilà. si Ouais. vous avez le. Alors, Voilà, est-ce parce que que je ne j'avance suivais là? pas, le défilement de diapo à votre niveau. D'accord. Alors, moi, je Voilà. suis sur la diapositive. Je ne peux pas voir le nombre là parce que. Attendez. Voilà. Je suis sur la diapo 13. D'accord. D'accord, diapo 13. Ouais, mais je vous l'avais déjà présenté, la diapo 13. Voilà. Je passe à la 14? Voilà. Passez à la 14. D'accord. Bah, vous me dites quand est-ce qu'il faut que je passe Oui, mais je dirais, parce que j'ai complètement oublié de vous le dire. parce que sinon, c'est un peu compliqué pour moi. Oui, c'est vrai, je comprends bien. Alors, ça, c'est diapo 14 maintenant. Oui, là, on est sur la diapo 14, Diapo la 13. production de riz. Voilà. OK. Voilà. Donc, diapo 13, donc c'est la production de riz. C'est la courbe Oui, c'est qui la montre un production. peu l'évolution de la production de riz. Le riz est une denrée, comme vous le savez, privilégiée au Sénégal. Donc, je me souviens, un jour, je prenais le train entre Paris et Bordeaux. J'avais derrière moi des voisins qui expliquaient un peu, un qui expliquait un peu son parcours à travers le monde. Quand il est venu au Sénégal, quand il est arrivé à la description du Sénégal, il disait, en fait, il ne mange que du riz, il n'y a que la chose qui change. Donc ça, j'ai dit, ben, c'est quelqu'un qui connaît le Sénégal. Donc le Sénégal, les gens, généralement, on ne réalise pas, mais nous-mêmes, mais généralement, on ne mange que du riz, il n'y a que la chose qui change. Donc, étant de gros consommateurs de riz, mais on n'en produit pas beaucoup, comme vous le voyez sur ce diapo, les productions se situent entre 60 000 et 100 en bleu, en orange plutôt. Les productions se situent entre 60 000 et 120 000 tonnes, ce qui est vraiment très en dessous en fait, en fait, de la consommation des Sénégalais. Et même là, quand vous voyez que la courbe de la production est supérieure pour une fois, ce n'est pas le cas de toutes les courbes qui vont venir. Quand vous voyez que c'est supérieur, la production est supérieure à la superficie, c'est parce que tout simplement, on a entrepris des cultures irriguées dans la vallée du fleuve. Donc là, c'était une agriculture intensive et qui permettait d'avoir une production supérieure avec des aides, des investissements étrangers. Donc ça permettait à la production de riz d'être supérieure aux superficies qu'ils employaient. Donc ça, c'était la. Est-ce qu'on peut passer au diapo suivant? Voilà. Donc là, Donc, on le est sur le diapo Nibé. suivant, ça concerne ce qu'on appelle le niébé chez nous, ici, c'est le haricot. Donc, c'est les haricots. Donc, là également, la production. Donc, j'ai pris toutes les productions vivrières qui n'étaient pas commercialisées, comme le riz, le niébé, haricots, le maïs, etc., pour montrer un peu la faiblesse de la production. Là, on voit ici que la production, elle est très faible. Elle est située entre 10 000 et 30 000. Donc, c'est aussi une production très faible. Et puis, la croissance, elle n'est pas également stable. Donc, voilà. Et pendant cette période de la politique agricole, on n'a pas pu accroître cette spéculation.
je ne sais pas pourquoi, et les aires culturelles, les aires cultivées quand même sont considérables. Et la production, elle est très faible. Donc, c'est tout simplement parce que c'était des spéculations qui n'intéressaient pas trop l'État, qui n'étaient pas financées, qui n'étaient pas subventionnées. Donc, ça ne produisait pas de résultats extraordinaires. Alors, diapo suivant, c'est la production de maïs. Donc, les statistiques, c'est des statistiques du ministère de l'Agriculture. Hein. Donc, là également, on a une production qui se situe entre 20 000 et, 20 000 et 60 000. Donc, ce n'est pas énorme, sauf pour l'année 1971, où on a eu une production importante. Sinon, généralement, tout est compris entre 20 000 et 60 000, de même que les superficies. Donc, ce qui veut dire tout simplement que c'est une agriculture qui dépend beaucoup de la pluviométrie, ça c'est clair, qui est confrontée à des problèmes écologiques et qui également, en fait, compte tenu des rapports qu'on avait avec l'arachide, c'est-à-dire le financement, en fait, tous les investissements allaient en fait, dans l'arachide, en fait, pas dans les cultures vivrières. Mais ces cultures vivrières-là, en fait, on leur substituait le riz importé. Je passe au suivant, ça c'est le mil. Alors, le mil, en fait, c'est la céréale la plus importante, hein, qui est, en tout cas, dans ce mil-là, il y a ce que l'on appelle le petit mil et puis il y a le sorgho aussi. Généralement, on les met ensemble. Ce sont pas, c'est de la même famille, mais ils diffèrent un peu, le sorgho et le mil. Mais généralement, dans les statistiques, on voit qu'on met mil et sorgho, mais c'est pas de spéculation pareille, mais on les met ensemble quand même. Donc, mil et sorgho confondus, donc dans la période de la politique agricole, on voit une légère progression. C'est pas une progression non plus extraordinaire, mais voilà, c'est mieux que les autres céréales que nous avons pu voir. Et les superficies, comme vous le voyez, c'est voilà, c'est 800 000, hein, 800 000 et 1 million 200. Donc, les superficies sont très importantes par rapport à la production qui se situe entre 400 000 et 600 000. Donc, c'est des rendements vraiment très, très faibles, hein, par rapport à la superficie qui est utilisée. Mais néanmoins, durant cette période-là, on a noté quand même une certaine évolution de la production de mil. Mais c'est tout simplement pour montrer, avec ces courbes de la production de céréales, des cultures vivrières, que ce soit le maïs, le riz et le mil, que ce sont des productions qui sont très faibles par rapport à la demande, par rapport aux besoins des Sénégalais. Maintenant, quand on vient à la courbe qui suit, voilà, ça c'est l'évolution des importations de riz, hein, en tonnes, de 1970 à 2000. Alors là, quand on voit la progression, on observe que l'allure de la courbe des importations de riz du Sénégal de 1970 à 2000, on se rend compte qu'il y a un déficit céréalier réel à combler. Que la production de céréales qui est autour de 400 000 et 600 000, comme je viens de le dire tout à l'heure, comme on vient de le voir, hein, tout au plus, parce qu'on a entre 60 000, 400, entre 60 000 et 88 000 pour ce qui est du riz, entre 20 000 et 60 000 pour ce qui est du maïs, et entre 400 000 et 600 000. Le tout, en fait, quand on calcule l'ensemble de la production céréalière du Sénégal, ça tourne autour de 480 000 à 750 000. Donc, ce qui est très peu par rapport aux besoins du Sénégal en termes de céréales. Donc, on voit également que cette population-là passe de 4 millions en 1970 à 16 millions et on reste toujours sur la même courbe. On reste toujours sur la même courbe. La courbe de la production, de l'évolution des importations de riz.
Emmanuel? Non, non, non. La première, la courbe, la courbe. Voilà, c'est ça. Alors, et le taux de croissance de cette production-là, de la production de céréales, est très faible parce qu'elle tourne autour de 0,5%. Alors que celui de la croissance annuelle de la population, comme on l'avait vu, ça tourne autour de 2,7 à 2,6. Donc, croissance démographique élevée, croissance de la production céréalière très faible, production de céréalière très faible. Donc, ceci explique l'allure de cette courbe-là que vous voyez. Non, toujours la même courbe. Toujours la même courbe. Voilà. Ça explique l'allure de la courbe que vous avez. Donc, on a de 1970 jusqu'à 2000 une progression fulgurante de la consommation, en fait, de l'importation de riz. Alors, qui parle d'importation de riz parle en tout cas, d'investissement important dans le budget de l'État, pour ce qui est c'est le deuxième d'ailleurs, après celui des hydrocarbures. Donc, l'importation de riz grève plus lourdement sur le budget du Sénégal. Donc, la politique agricole, elle n'a pas pu combler, en tout cas, les déficits alimentaires, quels que soient les investissements qui ont été faits dans ce domaine. On est resté très dépendant du riz importé. Voilà. Et on dit qu'un Sénégalais consomme en moyenne 100 kilos de riz par an. Donc, quand on fait le calcul, 100 kilos de riz, en 2000, on était, je pense, 10 millions. 100 kilos, vous le multipliez par 10 000, ça fait oui, 10 millions. Ça fait 1 milliard. 5 kilos, 10 millions. Alors, ça fait 10 milliards de kilogrammes. Ça fait 10 milliards de kilogrammes. Et 10 milliards de kilogrammes, ça fait 10 milliards de kilogrammes, ça fait au moins 10 000 tonnes, 100 000 tonnes. Donc, il faut au moins au Sénégal 100 000 tonnes pour pouvoir combler le déficit. Donc, on est à 100 000 tonnes alors que le Sénégal ne produit que 800. Donc, voilà ce qui explique l'importance de... Bon, je viens à la courbe que vous avez en face. Hein. Donc là, ce tableau-là montre... Oui, toujours là. Voilà, celle-là. C'est pas grave, on peut passer à celle-là. Donc, vous voyez là les caractéristiques de l'agriculture sénégalaise. Donc, vous avez... Bon, ça, c'est une courbe qui, en fait, c'est un tableau qui n'est pas le mien, que j'ai utilisé. Et même là, nos chiffres ne sont pas forcément les mêmes. Parce que là, je vois la production céréalière est autour d'un chiffre que moi, en fait, que je sous-estime, en fait, que j'estime trop élevé par rapport aux données que j'ai. C'est ça aussi le problème des statistiques. Ça dépend des endroits où on va les recueillir. Moi, j'ai les statistiques du service de l'agriculture. Mais pour ce qui est de cette période-là, je n'ai pas les statistiques de l'ANSD, de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. J'ai des statistiques du ministère de l'Agriculture. On voit la moyenne de la production, par exemple, du mil, hein, la moyenne, on voit les minima, on voit les maxima, hein, on voit les différences, et la croissance, elle est autour de, surtout c'est ça qui est important, le taux de croissance est autour de 0,3. Donc, ce n'est pas important. Hein. Pour ce qui est du maïs aussi, c'est pareil. Hein. Là, je ne vois pas l'arachide qui était la spéculation principale, mais elle est quand même un peu plus importante que ceux des céréales. Alors, je passe à la diapo suivante. Donc là, la diapo 21. C'est bon? Voilà, 21. Donc là, compte tenu de ce déficit céréalier, en 1965, on a créé la SAED, qui est la Société d'aménagement des terres du Delta, d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta. Donc la SAED, c'était en gros pour permettre de développer la culture irriguée dans la vallée du fleuve.
c'est des expériences anciennes. Hein. Pendant la période coloniale, on l'a essayé de développer avec des casiers rizicoles dans la vallée du fleuve. Et ça n'a pas été très développé parce qu'on n'avait pas, on ne voulait pas développer non plus les cultures céréalières parce que ce qui intéressait l'administration coloniale, c'était de développer partout la culture de l'arachide. Mais il y avait des possibilités à cette époque-là de développer la culture du riz dans la vallée du fleuve. Et la SAED a repris cet ancien projet qu'ils ont, voilà, en 1900, avec sa création en 1965. Et en 1970, le fleuve fait l'objet de notre programme d'aménagement hydro-agricole dans le cadre de l'OMVS, d'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, en 1972. Donc, il y a des barrages qui ont été réalisés, le barrage de Djama, de Manantali, pour la maîtrise des ressources en eau du fleuve et surtout pour la satisfaction des besoins céréaliers, parce que c'était ça l'enjeu, la satisfaction des besoins céréaliers des pays qui sont souvent confrontés à la faim, à des crises de subsistance, comme le Sénégal, la Mauritanie et le Mali. Donc, ces trois pays riverains du fleuve Sénégal ont créé cette organisation pour pouvoir développer la riziculture autour de la vallée pour satisfaire la demande en termes de céréales. Alors, on a envisagé 375 000 hectares au début du projet, mais on s'est rendu compte en 1988, donc quelques années après, qu'ils étaient en train de tabler encore autour de 45 000. Donc 45 000 tonnes, c'est très peu, alors qu'on envisageait plutôt une production plus importante. Alors le problème, il est d'ordre climatique, hein, ça c'est clair. Il y a le climat qui faisait que comment dirais-je, les problèmes pluviométriques qui faisaient que comment dirais-je, la production ne tenait pas, en tout cas ne respectait pas le chronogramme envisagé. Il y a les problèmes structurels, inadaptation des structures mises en place et la faiblesse institutionnelle aussi. Il y a des problèmes financiers, hein, le coût administratif est lourd et le paysan qui hérite, en tout cas qui achète, qui prend cette terre-là, n'a pas forcément l'argent nécessaire pour se financer. Mais il y a surtout le conflit sénégalo-mauritanien donc, à propos de ces terres-là. Donc c'est ça qui a sapé un peu la progression de la question de l'irrigation, parce que le Sénégal et la Mauritanie sont entrés en conflit en 1989, justement autour de cette question de terre. Donc, voilà en gros ce qu'on peut retenir de cette production, en fait, de cette entreprise, de cette politique de développement de la culture du riz dans la vallée du fleuve pour répondre aux besoins voilà, de la demande de riz du Sénégal. Et si je passais à la diapo 22, s'il vous plaît. 22, voilà. 22, là où j'ai mis la part de l'agriculture dans la croissance économique du Sénégal. Donc, oui, vous voyez là la part de l'agriculture, 22. La part de l'agriculture dans la croissance économique du Sénégal, comment elle décroît de 1960. Donc, en 1960, on a 23%, 23,29, 70, 24,99, 1990, 23,72. Donc, progressivement, ça baisse. Mais au moment de la politique agricole de 1960 à 1980, donc on a vu que l'agriculture occupe une place importante malgré toutes les difficultés que nous avons notées jusqu'ici. Donc l'agriculture occupait entre 23 et 20, voilà, entre 23 et 24% du PIB, pesé sur le 23 et 24% du PIB. Alors, ces 23%, ce n'est pas seulement que la production agricole, hein, mais il y a tout le travail qui est également autour de l'agriculture, c'est-à-dire le transport, hein, la commercialisation, les taxes aussi, hein, les taxes aussi qui entrent aussi qu'on paye à l'État, qui entrent dans le cadre du PIB. Donc, tout ça explique un peu, pas seulement la production, mais tout ça, toutes ces taxes-là et puis toutes ces activités connexes à l'agriculture font partie de ce PIB-là. Maintenant, la courbe 23,
Donc, ça, c'est les données de la FAO, de FAO-Stat. Donc, ça, c'est la courbe comparative de l'agriculture, de la part de l'agriculture au Sénégal et en Afrique subsaharienne. Alors, les données de la FAO, la base de données, ça vous permet de calculer, en gros, de faire les courbes, de tracer les courbes directement sur parce qu'il n'est pas possible, si on veut extraire toutes ces statistiques, ça poserait vraiment un problème parce que tous les points, chaque point correspond à une donnée. Donc, vaut mieux, moi je procédais comme ça, hein, parce que ça me rendait plus facile la tâche, de faire le calcul directement, de tracer directement la courbe sur la base de données de la FAO. Là, on voit que l'allure de la courbe, hein, elle est partout pareille. C'est-à-dire que l'Afrique subsaharienne, la part de l'agriculture baisse de 1960 jusqu'à en 2020. Donc, à chaque fois, la courbe baisse. Donc, ça, c'est la tendance générale. Ce n'est pas seulement que l'Afrique subsaharienne ou au Sénégal, mais la part de l'agriculture, au niveau mondial même, comme vous le verrez dans la courbe qui suit, baisse tout le temps. Donc, c'est tout simplement lié au fait qu'il y a d'autres secteurs d'activité qui se développent, qui grignotent sur la part de l'agriculture. Donc, là, il y a une décroissance de l'agriculture de manière générale, que ce soit au Sénégal ou en Afrique subsaharienne. En rouge, c'est en Afrique subsaharienne, le Sénégal, c'est en bleu. Et on a la possibilité de comparer tous les pays, hein, directement sur la base de... Et la courbe suivante, ça montre la place, en tout cas, voilà, cette courbe-là, hein, la tendance, on voit qu'elle est mondiale. Hein, le poids du secteur agricole dans les économies du Nord baisse. Donc, dans les pays en développement, c'est 23%. Dans les pays à bas revenus, c'est 10%. Dans les pays développés, voilà, comme le vôtre, vous avez 2%, représente seulement 2% de la production. 2%, voilà, du PIB. Donc, c'est une tendance générale. C'est juste ce que je voulais montrer. C'est juste une tendance générale. Et la diapo suivante, voilà, diapo 25. Donc, toute la période, le bilan productif de la période nommée production agricole, toute la période de 1960 à 1980, les politiques et les programmes publics définis pour atteindre les objectifs du secteur primaire reposaient sur une large intervention de l'État. Ça, c'est la première remarque. Une large intervention de l'État pour protéger les producteurs, mais également pour voilà, avoir une base sur laquelle reposer le développement, parce qu'on attendait de cette agriculture la croissance. En retour de cela, voilà, le développement, l'investissement dans l'agriculture doit permettre d'augmenter la croissance économique, qui doit être le levier du développement. Une forte priorité était donnée aux investissements publics, hein, dans l'irrigation, comme dans la vallée du fleuve Sénégal et en Casamance, mais également, peut-être je ne l'ai pas mentionné ici, dans les intrants. Cette période-là, l'État a donné beaucoup, hein, au milieu rural, pour ce qui est des engrais, ce qui est du matériel agricole, ce qui est des pesticides. Donc, l'État a beaucoup investi, même si on voit que les résultats sont un peu mitigés, mais il y a un investissement colossal qui a été fait dans ce sens-là. Entre 1960 et 1980, les dépenses du programme agricole ont été de 35 milliards et de 17 milliards, respectivement, pour l'engrais et le matériel agricole, ce qui est énorme. Donc là, c'est une donnée qu'on va trouver dans les plans, en tout cas le bilan du 5e plan quadriennal qui est élaboré en 1981. Donc, ce type d'intervention, donc, on investit beaucoup en retour. Il n'y a pas un retour sur l'investissement parce qu'on investit beaucoup dans l'agriculture. Les produits agricoles qui sont vendus sont obligés, en fait, sont soumis au dictat du marché mondial. Souvent, c'est des produits qui sont faiblement cotés sur le marché mondial.
l'arachide est produit, mais finalement, c'est vendu à des prix, voilà, comme on dit, c'est vendu comme sans intérêt en tout cas. C'est des prix vils qui n'apportaient pas à l'État énormément de fonds, alors qu'on a l'État investi. L'État investit et en retour, on n'a pas de retour d'investissement. Or, les produits importés, le riz, par exemple, qui est la deuxième marchandise importée de l'État en dehors des hydrocarbures, grève lourdement sur le budget de l'État. Donc, on finance l'agriculture, ça ne rapporte pas grand-chose, mais en retour, on achète des produits à des prix qui sont trop élevés. Ça, en tout cas, ça a beaucoup affecté le budget du Sénégal pendant cette période-là. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il fallait changer. Donc, qu'on ne pouvait pas continuer dans cette lancée-là, il fallait un désengagement de l'État. Donc, je passe à la nouvelle politique agricole, qui est le Diapo 26. Donc, on s'est rendu compte qu'il n'était plus possible de soutenir cette cadence de financement de l'agriculture, et qu'il fallait une nouvelle politique agricole parce que l'État rencontre d'énormes problèmes à cause de la balance commerciale qui est déficitaire. Ça, c'est clair. Et puis, le budget de l'État est grevé par ces importations-là. Donc, il fallait trouver au moins pour inverser un peu la tendance. Et vous savez, il y a beaucoup de crises aussi qui interviennent. Il y a des crises écologiques, il y a des crises pétrolières, etc. Tout ça, ça contribue à déstabiliser en fait les économies qui étaient des économies faibles, qui étaient des économies naissantes. Donc, la nouvelle politique agricole, c'était en quelque sorte un moyen de redresser. Donc, elle se caractérise par un désengagement de l'État. Mais l'État a été obligé aussi par les institutions financières internationales, parce qu'on s'est rendu compte que le Sénégal prenait beaucoup de prêts et puis avait du mal à rembourser. Donc, il fallait libéraliser, donc il fallait contracter les dépenses de l'État. Donc, cette contraction des dépenses de l'État aussi, elle se sent au niveau de la politique agricole. Donc, elle se caractérise par un désengagement de l'État, de l'administration dans l'économie agricole. Donc, l'économie agricole, l'État s'est décidé de se désengager ou a été forcé à se désengager. Libéralisation de la commercialisation des denrées agricoles. Donc, on avait pris au traitant, on avait retiré au traitant cette faveur-là de commercialiser avec le paysan. L'État s'est substitué et puis finalement, voilà, il y a eu une libéralisation à nouveau de la commercialisation des denrées agricoles. Parce qu'on pensait que cette libéralisation devait permettre aux paysans de vendre l'arachide ou bien d'autres denrées au prix qu'ils voulaient, parce que l'État ne finance plus. Donc, quand l'État finance, l'État demande, impose aussi certaines des prix. Mais quand on libéralise, on laisse le soin aux paysans de décider de son prix. Seulement, le paysan n'a plus d'intrant. L'intrant qui était donné, on n'a plus d'engrais non plus. Donc, l'État-providence est terminé. Alors, quand on fait le rapport, on voit que finalement, le paysan n'est pas trop gagnant. On verra ça. Donc, il y a la réduction de la contribution de l'État à l'encadrement du monde rural et à la privatisation et la restructuration des entreprises publiques, parapubliques. Donc, pour toutes ces entreprises publiques et parapubliques que nous avons vues, l'Office de commercialisation agricole, les centres régionaux d'assistance au développement, la Banque sénégalaise de développement, l'ONCAD, etc., Somiva, donc toute une série un conglomérat d'entreprises parapubliques vont être tout simplement liquidés. L'exemple le plus remarquable, c'est celui de l'ONCAD d'ailleurs. La diapo suivante, 27, diapo 27. C'est bien celle-là. Voilà. Bon, de toute façon, j'en ai parlé, donc c'est 27. C'est la liquidation des entreprises de l'État. Et puis, voilà, c'est ça, 27, diapo 27. Voilà, la nouvelle, voilà. Donc, j'en ai parlé, c'est la liquidation des entreprises de l'État. Les fonctions sont confiées directement aux huiliers. Donc, on retourne à la case de départ.
aux huiliers, au secteur privé, aux agriculteurs. Donc, l'État se désengage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et par contre, la totalité des charges revient maintenant aux paysans. Alors, ça nous permet de voir, en termes de résultats, qu'est-ce que ça donne, cette politique cette nouvelle politique agricole. En termes de résultats, on voit, voilà, diapo 28, que la courbe de la production d'arachide du Sénégal, durant cette nouvelle politique agricole, 1985-1995, en fait, cette courbe, elle est régressive. Hein? De manière générale, les années 70-80 ont été de mauvaises années, ça c'est clair, on connaît pour ce qui est du point de vue écologique. Hein? Mais la libéralisation de la filière n'a pas permis de hausser les revenus des paysans. Ça, c'est là également, ils vont se décourager. Les années 90, le prix de l'arachide ont chuté, ayant comme corollaire la motivation, la démotivation, hein, et la chute de la production. C'est ça qui explique cette chute de la production. Il y a les problèmes écologiques, il y a la libéralisation qui permet certes aux paysans d'avoir la liberté de vendre son arachide au prix qu'il veut, mais quand on regarde l'avantage comparé entre cette période-là et la période précédente, c'est qu'on voit que finalement, les intrants que le paysan recevait étaient quand même d'une certaine valeur. Parce qu'après le désengagement de l'État, il y a carrément la chute des revenus du paysan. Pourtant, il a la possibilité il a la liberté de vendre librement sa production. Alors, je viens à la diapo comparée. Venez à la diapo 31, donc je saute tout ce qui précède là, 31. Voilà. Donc, la diapo 31, ça permet de voir la production des principales spéculations durant la période de la nouvelle politique agricole. Donc, la nouvelle politique agricole, c'était une façon de permettre de répondre à la crise. Mais quand on regarde l'allure des courbes, on voit que c'est en tout cas la crise qui touchait le secteur de l'agriculture n'a fait que s'aggraver. Donc, et ça se voit au niveau de la production des différentes spéculations, que ce soit le riz, l'arachide et le mil qui sont les principales cultures. Non seulement ce n'était pas important déjà, mais là, on voit une chute progressive de ces productions-là. Alors, la diapo suivante, c'est la dernière diapo. Alors, les données que nous avons sur cette diapo-là, sur cette représentation, sont les seules disponibles pour la période qui nous intéresse. Parce que les prix, j'ai essayé d'aller au service des douanes pour avoir les chiffres des importations et des exportations, mais finalement, ça fait presque 2 mois que j'ai déposé, je n'ai pas eu de réponse. Et pourtant, ce n'est pas d'accès libre. Donc, il faut faire la demande pour pouvoir obtenir ces documents-là. C'est pareil que l'ANSD, mais eux, l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, eux, il n'y a pas de consultation sur place, mais quand on leur envoie un mail en précisant sa demande, ils vous renvoient les documents, sauf les données qu'ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas toutes les données non plus. Mais pour le service des douanes, je ne sais pas pour quelle raison, je n'ai pas reçu de réponse. Alors qu'eux sont censés disposer des données concernant les importations et les exportations. Donc là, le prix de vente de la tonne d'arachide et l'achat de la tonne de riz durant cette période-là. Donc 1991, jusqu'à 2017. Donc, cette courbe des prix laisse entrevoir la faible marge de valeur qui existe entre les prix de vente de la tonne d'arachide et le prix de vente de la tonne de riz. Parce que normalement, l'arachide est beaucoup plus cher devait être beaucoup plus cher que le riz. Mais quand le riz, par exemple, là, la courbe bleue, c'est l'arachide qui est un tout petit peu supérieur à la courbe de l'achat de riz. Donc, les prix, quand on les compare, c'est-à-dire quand on voit nettement que quand le paysan ou l'agriculteur vend son arachide, sa tonne d'arachide,
ben, il ne lui reste pas beaucoup d'argent quand il achète du riz en contrepartie. Donc, ça ne lui laisse pas une marge importante. Donc, ça décourage aussi, c'est ce qui explique parfois aussi la chute de l'intérêt qu'on a pour... Il n'y a pas d'engouement pour les cultures parce qu'on produit de l'arachide, c'est pas seulement pour acheter du riz et manger, c'est pour acheter, c'est pour se nourrir, c'est pour se vêtir, c'est pour faire autre chose, réaliser d'autres projets. Mais quand la marge n'est pas importante, ça ne permet pas de faire grand-chose. Donc, ça décourage un peu aussi les agriculteurs. Alors, la courbe suivante, c'est la courbe suivante, la dernière. Alors, il y a un engagement plus actif des donateurs dans les années 90. Cet engagement, en tout cas des donateurs qui préconisaient à l'État du Sénégal de revoir sa politique agricole. Parce que cette politique agricole-là était, même après la réforme, la nouvelle politique agricole, après le désengagement et tout, ça ne marchait pas. Donc, ce qu'on a fait, c'est de dire qu'il faut, les institutions internationales imposent au Sénégal un programme d'ajustement du secteur de l'agriculture. Parce que 1980-1960, ça n'a pas, 1960-1980, ça n'a pas marché. Nouvelle politique agricole, 84-95, ça n'a pas marché. Donc, il faut carrément, ce n'est pas seulement un plan d'ajustement structurel général qui concernerait l'économie, mais un plan d'ajustement structurel qui concerne l'agriculture lui-même. Donc, il y a un plan d'ajustement structurel spécifique à l'agriculture, parce que ça ne marche pas, alors que c'est le pilier de l'économie. Donc, l'objectif de ce plan, c'était le renforcement des activités de commercialisation avec la réduction des interventions publiques, à nouveau, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, l'État n'était pas totalement désengagé. Donc, il faut, voilà. Libéralisation du marché des produits et des intrants, c'était fait, mais ce n'était pas suffisant. Promotion des activités du secteur privé sur ces marchés-là. Alors, confinement du secteur public dans les activités de vulgarisation et de recherche. C'est dans ce cadre-là que l'ISRA a été créé, l'Institut sénégalais de la recherche agricole. La baisse des prix de la consommation, des prix à la consommation des produits agricoles de base, comme moyen de réduire la pauvreté rurale. Donc voilà ce qu'on impose et qui montre rétrospectivement que la politique, la nouvelle politique agricole a été un échec. Alors, en conclusion, je dirais tout simplement que les statistiques, en tout cas, m'ont permis de comprendre davantage l'enjeu de la mise en place de certaines politiques. Et puis surtout, permet de chiffrer, en tout cas, permettre d'évaluer, la pertinence et puis de ces politiques agricoles. Donc, c'est ce qui m'a permis, en tout cas, de voir, en tout cas, l'usage de ces statistiques-là. Et je voulais terminer par en mettant un point un peu sur, j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, les problèmes que nous avons au niveau des statistiques. Au Sénégal, bon, c'est vrai que la période coloniale ne m'intéressait pas beaucoup par rapport à... Voilà. Bon, ce point, c'était juste pour voir en 2000, qu'est-ce que... voilà, en 2012, ça permet de voir comment l'agriculture s'est rétrécie dans le PIB du Sénégal, avec des domaines beaucoup plus importants comme l'administration publique qui est à 19%, et puis l'activité industrielle, le commerce à 16%, mais l'agro-industrie, là par contre, l'agro-industrie, c'est à la fois à cheval entre l'agriculture et l'industrie. Donc les 14% de l'agriculture, les 7% de l'agro-industrie peuvent être répartis entre l'activité industrielle et l'activité agricole. Donc, ça, c'est... Voilà. Donc, je voulais souligner un peu les problèmes que nous avons par rapport aux données statistiques. C'est vrai que l'ANSD, depuis 2005, parce que les institutions internationales, après les OMD de 2000, les institutions internationales voulaient que les États aient des directions de statistiques fiables pour permettre d'évaluer les politiques et puis d'avoir une idée sur ce qu'on doit faire dans ces pays-là.
Donc, dans un certain nombre de pays ont pu bénéficier de la mise en place d'agences nationales de statistiques, comme le Sénégal, par exemple, qui permet de régler beaucoup de problèmes, c'est-à-dire centraliser un peu, parce que les services de l'agriculture, les données du service de l'agriculture sont des données éparses. Le service de l'agriculture a été restructuré plusieurs fois. Tantôt, c'est le service, c'est l'agriculture, le ministère du développement rural. Tantôt, c'est le ministère de l'Agriculture qui est donc séparé du ministère de l'Élevage, du ministère de la Pêche, etc. Donc, toutes ces données-là, quand elles sont séparées, les ministères sont séparés, ça donne des données qui sont aussi séparées parce que chaque ministère a son service de documentation. Voilà. Donc, ça peut parfois amener des difficultés au niveau de rassemblement de ces données-là. C'est vrai que l'ANSD a permis de centraliser un peu ces trucs, mais il y a encore des choses qui restent à faire. FAO-Stat, comme vous voulez, c'est une structure, en fait, une base de données qui est très intéressante, mais qui n'a pas parfois les mêmes statistiques que l'ANSD. J'ai vu quand même quelques écarts entre parfois les statistiques de l'ANSD et les FAO-Stat. Il y a aussi les statistiques de, comment ça s'appelle, de l'OCDE et de la Banque mondiale. Voilà. Voilà, ça c'est la dernière diapo. Hein. Les statistiques de l'OCDE et de la Banque mondiale qui ont aussi des données intéressantes par rapport voilà, à l'économie sénégalaise. Voilà, chers amis, Emmanuel, donc je m'arrête là. J'espère que je n'ai pas été trop bavard. Et je vous remercie pour l'écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé qui était dense et qui nous a permis de plonger dans ces réalités qu'on ne mesure pas vraiment. Alors, en fait, donc là, il est, moi, je vois 11h28. Donc, on vous libère à 11h45. Donc, on a une grosse vingtaine de minutes pour la discussion. Et je suppose qu'il y aura de nombreuses questions. Bon, alors, je vais peut-être commencer par... en fait, la question, alors moi j'ai une petite question technique et ensuite une question qui est au centre, je pense, de ce que vous nous avez présenté. Vous avez dit à propos de la production du niébé, des haricots, que c'était une production non commerciale. Et du coup, quel type de... comment est-ce que seront chiffrés ce type de production? Est-ce que ça pose un problème spécifique? Ça, c'est la petite question technique que je voulais vous poser. Et en fait, quand vous nous avez présenté, là c'est ma question plus principale, vous nous avez présenté donc les nouvelles structures qui étaient mises en place dans les années 60 à différents niveaux, des coopératives agricoles jusqu'à la Banque sénégalaise du développement. Est-ce qu'on voit une transformation des chiffres qui sont produits? Alors évidemment, vous nous avez dit tout de suite que ce n'était pas le fil conducteur de votre intervention, mais on se pose quand même la question de savoir s'il y a si les chiffres qui sont produits changent à ce moment-là et s'il y a un débat parmi les fonctionnaires en particulier qui sont amenés à diriger cette politique agricole sur la qualité de ces chiffres. Je réponds ou j'attends d'autres? Oui, non, répondez, on prend Voilà. les questions les unes après les autres. D'accord. Alors, vous dites, pour ce qui est de la production de niébé, alors, toutes les spéculations hein, sont, quand on regarde les données du service de l'agriculture, il y a même des spéculations que je n'ai pas notées, hein, parce qu'il y en a pour comment ça s'appelle, le sésame, hein, il y a d'autres, le palmier à huile, la banane, etc. Il y a toute une série en fait, de spéculations qui sont données, dont on donne, comment ça s'appelle, qui sont chiffrés et puis qui sont donnés à la direction de l'agriculture. Mais ça, c'est un travail que l'administration locale, c'est-à-dire dans chaque région, je ne sais pas si vous... bon, c'est pas grave, je ne pourrais pas le montrer. Chaque région, à la fin, il y a un service de l'agriculture. Donc, ce service de l'agriculture, même si les produits ne sont pas commercialisés, est dans l'obligation, en tout cas pour ce qui est des cultures, est dans l'obligation de donner toutes toutes les productions, c'est-à-dire toutes les statistiques autour des productions, à la fois les surfaces, les rendements
hein, et la production. Donc, ça permet, je pense, de voir un peu, même si ces produits ne sont pas vendus, de voir comment ça évolue je suppose que c'est pour ça, comment ces productions évoluent dans ces régions. Et puis, on compare aux régions pour savoir quelle région est habilitée pour tel produit et quelle région est habilitée pour un autre produit. Mais c'est automatique. Hein. C'est vrai qu'il y a parfois, on a des vides. Quand, alors, je vais... si vous regardez, par exemple, il y a une diapositive. Attendez, je vais voir c'est quel numéro. Voilà. Il y a une diapositive, c'est quel numéro? 29. Quand vous regardez la diapo 29. Je suis pas sûre d'avoir. Bon, c'est pas. Voilà, c'est ça. La diapo 29, par exemple, vous voyez, là, ça n'apparaît pas parce que j'ai coupé. Quand je fais la courbe sur Excel, en fait, je scratch en fait, le document pour le mettre dans PowerPoint, pour me mettre dans mon PowerPoint. Mais là, les chiffres, par exemple, 1985, sous 1985, vous aurez à gauche, par exemple, les régions de Louga, les régions de Tambacounda, les régions de Diourbel, etc. Vous aurez toutes les régions. À gauche, vous avez les régions. Là où il y a les numéros, vous avez les régions. Donc, chaque région est tenue de donner les chiffres. Par contre, vous voyez, à certains endroits, il y a des vides. Et ce n'est pas parce que ces régions-là ne produisent pas ces cultures. Non, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas de chiffres parfois. On ne met pas de... Il y a des problèmes, soit c'est l'administration qui n'est pas suffisamment représentée, ou en tout cas, on n'a pas de chiffres. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on a... Et c'est plus grave encore pour ce qui est des superficies. Là, si je pouvais le montrer, j'allais le faire, mais comme je vous ai envoyé le diapo, je pense que ça ne se trouve pas dedans. Mais je l'ai avec moi. Et ça permet de voir, pour ce qui est des superficies, il y a beaucoup de vides. Et je me demande même comment on fait pour calculer ou pour faire des sommes alors qu'il y a des chiffres qui manquent. Donc, parfois, les statistiques ne sont pas du tout fiables. Et ça, on peut le constater quand on regarde les chiffres du service de l'agriculture et les chiffres de la FAO, mais il y a une grande marge parfois. On se demande comment ça peut arriver alors que la FAO, je ne suis pas sûr qu'ils soient sur le terrain pour faire eux-mêmes le recensement des produits. Et comment se fait-il que la FAO ait des chiffres qui sont différents des chiffres du service de l'agriculture? Donc ça, c'était pour même si le niébé ne fait pas l'objet de commercialisation, il était quand même calculé. Alors, les nouvelles structures, en fait, quel est l'effet que ces nouvelles structures ont? Je pense que c'est la question. Alors, c'est ce que je disais, hein, que les nouvelles structures, on voit entre 1960 et 1970 qu'il y a quand même une évolution. Je pense que c'est lié peut-être à l'engouement, je ne sais pas, à une certaine forme d'excitation à partir de 1960, parce qu'on a mis en place des structures. Donc, de 1960 à 1970, il y a une augmentation de la production. C'est la seule période, d'ailleurs, intervalle, d'ailleurs, où on voit une croissance positive des productions agricoles. À partir de cette année, des 10 années, à partir de 75, compte tenu des effets conjugués à la fois des crises écologiques des années 70 et de la crise pétrolière, il y a eu des effets sur la production. Mais il y a une évolution. Oui, oui. Et je pense que c'est lié aussi à la fois à l'engouement, c'est vrai, mais aussi à la mise en place de ces structures-là. Parce que ces structures-là promettaient, en fait, l'État promettait à travers ces structures aux paysans d'avoir une vie meilleure, voilà, d'avoir des revenus beaucoup plus élevés. Et donc, ça motive. Maintenant, quand au bout d'un certain temps, on se rend compte que la réalité est autre, bah, ça chute. Et ceci est conjugué avec d'autres facteurs qui contribuent justement à cette chute-là. D'accord, merci. Alors, avant, Vincent, je vais vous donner la parole ensuite. Il y a une question en fait sur le fil de la discussion. C'est Louise, je pense, qui l'a posée. Bonjour, merci beaucoup pour cet exposé. Je me demandais comment les statistiques de la FAO concernant le Sénégal sont produites, notamment si les données de l'ANSD ou des différents ministères sont quelque peu éparses, à partir de quoi donc travaille la FAO pour faire ces statistiques. Alors, c'est ce que je me disais tout à l'heure, parce que moi-même, j'ai constaté qu'il y a
un écart entre les données de la FAO et les données du ministère de l'Agriculture. Pas toujours, hein, mais parfois, il arrive. Et je me suis dit, quand on regarde les données de la FAO, il marque qu'ils se fondent sur les données nationales. Mais pourquoi il y a une telle différence? Est-ce qu'après, il y a une amélioration ou bien la FAO recoupe des données du ministère de l'Agriculture avec d'autres données, je ne sais pas, de la Banque mondiale ou je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cet écart-là parfois, ce n'est pas très souvent, mais il y a cet écart parfois. Et à mon sens, ça doit être lié tout simplement au fait que la FAO est beaucoup plus prudente, en tout cas pour ce qui est des chiffres, et puis elle passe par le recoupement comme le font les historiens, sans se fier uniquement aux données du service de l'agriculture, qui sont parfois différentes des données de l'ANSD. Tout ça, c'est ça qui me... Parce que j'ai eu des données de l'ANSD par rapport à la production, mais ces données-là commencent à partir de 1991. Ces données parce que j'ai demandé à avoir les prix de la vente de... Non, c'est des données de la production à partir de 1991, parce qu'ils n'ont pas pu me fournir les données depuis 1960. Et quand on regarde, il y a des différences entre les données de la NSD et les données du service de l'agriculture. Alors, franchement, très sincèrement, je n'ai pas demandé, parce qu'il n'y a pas un accès direct avec ces agents de la NSD, parce que quand on formule une demande, parfois on formule par mail. À un moment, je me suis dit que je vais demander peut-être comment ils font pour constituer ces données-là. Pourquoi y a-t-il une différence entre parfois, pas toujours, entre les chiffres de la FAO, les chiffres de la service de l'agriculture et les chiffres de la NSD? Pourquoi? Et moi-même, c'est la question que je me posais et je voulais, mais comme je n'ai pas un accès direct aux agents de la Direction nationale de la statistique, je n'ai pas pu obtenir de réponse par rapport à ça. D'accord. En fait, c'est parfait pour le séminaire et pour l'ensemble des recherches qui se mènent autour de lui, parce que ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Je passe la parole à Vincent Lim qui veut vous poser une question. Vincent, allez-y. Bonjour, donc merci pour votre intervention déjà. Et ma question, en fait, elle porte sur la politique agricole. Donc, si j'ai bien compris, vous avez dit c'est un régime globalement socialiste qui veut se défaire des traitants. Et donc, bon, dans les années 60, 70, bon, ce genre de politique, je pense à la Chine de Mao, au régime de Pol Pot, et ça a eu des conséquences vraiment désastreuses sur ce point. Et donc, je me demandais, bon, pour la politique agricole, donc globalement, là, c'est assez stable, donc je peux déduire que il n'y a pas non plus eu de catastrophe. Et donc, oui, c'était un peu une question pour être sûr, il n'y a pas eu de massacre ou de choses comme ça par le Sénégal? Non, c'est vrai que la politique agricole, en fait, la période de la politique agricole, elle est socialiste. Hein, elle est socialiste parce que, en fait, on comparait un peu la colonisation à un système capitaliste libéral. Bon, c'est le cas d'ailleurs. Et on voulait trouver une alternative à ce système capitaliste. Donc, on n'a pas de prolétariat au Sénégal, là, parce que le prolétariat, on n'a pas de système industriel. Le prolétariat, il est rural. Senghor disait qu'il n'y a pas de prolétariat parce que tous les colonisés sont des prolétaires déjà. Donc, il n'y a pas de possibilité d'avoir un prolétariat et puis une bourgeoisie. Tout le monde était prolétaire, y compris lui-même. Donc, en fait, il n'était pas possible de mettre en place un autre système que le système socialiste. Ça, c'est clair. Ce n'était pas possible de mettre un système capitaliste. Il fallait mettre forcément un système socialiste parce que 80% de la population, elle est rurale, 80% est issue d'un système traditionnel qui se rapproche plus du socialisme traditionnel que du capitalisme. Et on a vu que l'expérience coloniale autour de la traite a été une expérience douloureuse, même si les populations n'avaient pas la possibilité de réagir autrement
c'est que de migrer ou bien d'aller se réfugier ou de réfugier certaines cultures, mais il y avait en tout cas une base qui permettait, qui favorisait la mise en place du socialisme plutôt que du système libéral ou capitaliste. Et pour ce qui est de cette période comment dirais-je, cette politique agricole, non, il n'y a pas eu d'émeute. Déjà, à cette époque-là, des années 60 jusqu'à 70-80, les questions d'émeute, là, c'est vraiment des questions, vraiment des problématiques très récentes. Hein. C'est le premier mouvement autour de la question de l'alimentation ou de l'agriculture a eu lieu en 2008, les émeutes de la faim, comme vous le savez déjà. Mais il n'y a pas eu parce qu'on considère que la période agricole, déjà, c'est une bonne période, hein, parce qu'il y a eu une augmentation comment dirais-je, de la production, mais le paysan, il n'était pas pour, d'ailleurs, que l'État se désengage totalement. Cet État-providence-là, c'était un système agréable, parce qu'il permettait aux paysans. C'est vrai le paysan n'avait pas beaucoup de revenus, mais le paysan recevait tout. Et il s'est rendu compte, avec le changement de régime, avec le changement de système, que cette politique agricole, cette politique socialiste, étatiste, était beaucoup plus favorable à lui, à ses affaires, que la nouvelle politique agricole qui obligeait en gros l'État à se désengager sous la pression des institutions financières internationales. Voilà, non, il n'y a pas eu de mort. D'accord. Il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de révolution. Ok, merci. Alors, il y avait une question de Étienne Arnoux, je crois. J'ai vu sa main se lever à un moment. Étienne, je vous passe la parole. Ah, je ne le vois plus. J'espère qu'il ne s'est pas déconnecté. Ah, si, je crains qu'il soit déconnecté, en fait. Oui, ben... J'aurais une petite question, sinon. Je n'ai pas retrouvé ma main sur Google, sur le truc. Là. Il y a Unatro aussi qui... je passe la parole à Unatro et ensuite tu poseras ta question, Béatrice. On peut faire comme ça? Alors, bonjour déjà et merci pour l'intervention. Alors, moi, ma question est une petite question. Alors, je voulais savoir si ces politiques agricoles intégraient les politiques environnementales à cette époque, parce que généralement, au sorti de la période coloniale, on assistait quand même à ce phénomène des problèmes écologiques qui quand même émergeaient un peu en Afrique. Est-ce que les différentes politiques qui ont été mises en place par rapport au développement de l'agriculture intégraient justement les enjeux environnementaux ou plutôt on se rendait compte qu'elles étaient opposées à ces enjeux-là? Oui, merci. Alors, pour ce qui est, en tout cas, le seul programme au sein de la politique agricole qui prend en considération ces questions environnementales, c'est les politiques de l'OMVS. L'OMVS a été créé en 1972. Donc, le but, c'était de promouvoir la riziculture, mais également de préserver la vallée du fleuve Sénégal, qui était confrontée à des crises exposées aux crises écologiques, parce que c'est à la frontière avec la Mauritanie, plus exposées aux crises écologiques que le reste du pays. Donc, la mise en place de la construction des barrages de Diama et de Manantali entre 1986 et 1988, c'était à la fois aussi pour produire de l'électricité, donc de l'électricité hydraulique, mais également de préserver, c'est-à-dire cet environnement-là. Donc de faire en sorte qu'il y ait toujours la présence de l'eau dans cet espace, dans la vallée. Donc, le barrage de Manantali, c'était un barrage régulateur. Donc, il y a une question environnementale qui est là. Donc, pour avoir toujours de l'eau dans cet espace-là. Donc, la présence de l'eau permettait également à la végétation de se développer, mais également de ne pas avoir des terroirs qui sont très secs. C'est-à-dire tous ces espaces-là qui sont immergés par les eaux du fleuve, que ces espaces-là restent
constamment irrigués grâce au barrage de Manantali, qui régule l'eau du fleuve. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Donc, je ne sais pas si ça vous satisfait, mais c'est le seul... voilà. Par contre, pour ce qui est de l'intérieur du pays, je ne suis pas sûr que des questions environnementales, parce que l'utilisation des pesticides, quand même, ça c'est... Voilà, à l'époque, surtout, on ne faisait pas très attention à quel type d'engrais, quel type de pesticides on utilisait. Donc, le but, c'était de développer l'agriculture, la production, voilà, sans faire attention au type d'engrais qu'on utilisait. Surtout que, bon, pour ne pas être trop caricatural, les vendeurs d'engrais, les grosses firmes de vente d'engrais ne font pas attention, voilà, ne se soucient pas du tout de ce qu'utilisent les gens, les paysans, les agriculteurs. Voilà. D'accord. Oui, oui. Merci. Alors, la question de Béatrice, réactive ton son, Béatrice. Ouais. Il est 45, mais bon, je vais à la fac en plus, donc ça, il me faut au moins 15 minutes pour arriver, mais je vous laisse poser. Non, mais bon, c'est juste pour te remercier, alors, Abdou Karim. Non, allez-y, posez la question. Non, on va pas. Alors, attends, moi, j'en ai pas mal la structure de la propriété. Est-ce qu'il y a un changement dans les années 60? Est-ce qu'on voit un impact sur la production ou la productivité? La structure de la propriété. Oui. Est-ce qu'il y a des changements? Tu parles des coopératives. Est-ce qu'il y a des changements importants, significatifs en tout cas, qui accompagneraient ces changements de politique agricole? Bon, la structure, je suppose que la structure de la propriété, vous parlez de la terre, par rapport à la terre. Voilà. Oui, bon, vous savez que il n'y avait pas, au niveau de la propriété, il n'y avait pas trop de problèmes, hein, parce que les terres appartiennent, c'est-à-dire toutes les communautés, les terres appartiennent aux communautés, donc il ne s'est jamais posé tellement il y a en abondance. Même Senghor disait qu'à la fin comment dirais-je, à l'indépendance, que ce problème de terre ne se posait pas, il n'y avait que quelques grands propriétaires terriens à qui on a retiré des espaces. Il dit que son père était considéré comme était parmi ceux-ci, ces grands propriétaires terriens, mais il a pris l'engagement lui-même de retirer à son père ces terres-là pour les mettre à la disposition des paysans. Mais en gros, moi, ce que je veux dire par rapport à cette question, c'est que la question de la terre ne s'est jamais vraiment réellement posée. On peut étendre son champ comme on le veut, et ça n'a jamais posé de problème. Je pense que le problème fondamental de la production, c'est surtout au niveau des questions de rendement, c'est-à-dire les rendements sont très faibles. Et quand on regarde la progression de la production, on se rend compte que il n'y a pas grand changement. Il n'y a pas un grand changement au niveau de la production. Jusqu'à 1975, ça va, mais à part ça, ça baisse, alors qu'on a la possibilité d'étendre. Et on se plaignait même du fait que les paysans ne veulent plus étendre leur terre. Donc, le problème de la propriété n'a jamais été un problème de l'agriculture sénégalaise. Bon, ben, on va te laisser partir très vite, je pense. Merci beaucoup. Désolé. Merci infiniment. Je vous remercie aussi. Et puis, voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis à très bientôt. Merci à vous, surtout pour cette séance qui clôt très bien le cycle de cette année. Donc, merci beaucoup et on vous laisse partir vers les coups parce que bon, il faut le temps de passer d'une activité à une autre. Merci beaucoup. Alors, merci. Comment arrêter ça? Alors, les étudiants, en particulier les étudiants qui doivent... alors, attendez. Je vais arrêter le partage. Les étudiants qui doivent valider le séminaire, je vous garde 1 minute pour vous expliquer ce que vous avez à faire. Ceux du master passé-présent ou ceux du master archive de première année, vous devez valider le séminaire. Alors, soit vous avez participé à l'animation d'une séance, mais vous êtes très peu nombreux à l'avoir fait. Si vous avez participé à l'animation d'une séance, vous me le rappelez. Alors, s'il vous plaît, tout ce que vous devez m'envoyer, vous l'envoyez par le Moodle.
Parce que sinon, moi, je peux pas, je peux pas récupérer vos travaux par mail, c'est pas possible. Et il y a un Moodle qui est lié au séminaire. Alors, soit vous avez participé, je suis désolée, il y a il y a une espèce de marteau-piqueur derrière moi. Soit vous avez participé à l'animation d'une séance. Dans ce cas-là, vous faites, vous faites une présentation écrite, 2 pages grand maximum, entre 1 et 2 pages, ça suffit. Vous avez fait le travail en animant. Soit vous n'avez pas fait l'animation d'une séance parce que votre séance a été déplacée. Il y a eu toutes sortes de péripéties cette année. Dans ce cas-là, ce que je vous demande de faire, c'est d'écrire un rapport bref entre 1 page et 2 pages, c'est-à-dire entre 2000 signes et 4000 signes au grand maximum sur le séminaire. Vous faites absolument ce que vous voulez. L'important, c'est que vous disiez quelque chose de ce que vous avez entendu en séminaire. Vous pouvez, par exemple, choisir de vous focaliser sur une séance et faire le lien avec votre recherche. Je vous invite à faire le lien avec votre recherche, hein, parce que je suppose que vous pouvez le faire dans bien des cas. Vous devez écrire quelque chose de court, mais vous devez avoir quelque chose à dire. Vous pouvez parler de plusieurs séances. Ça peut pas être un résumé des différentes séances ou une espèce de commentaire de la présentation du séminaire. C'est court. Donc, entre 2000 et 4000 signes, ce qui veut dire 1 à 2 pages, soit en recto, soit en recto verso. Mais vous devez avoir quelque chose à dire sur le thème du séminaire ou sur un aspect qui a été traité dans une séance en particulier. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je vous mettrai ces consignes-là sur le Moodle et je vais créer l'espace sur Moodle où vous pouvez déposer vos travaux et je vous demande vraiment de le faire sur Moodle. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou est-ce que vous avez des questions? Bon, ça doit être clair parce que personne ne répond, ne pose de questions. J'arrête l'enregistrement, peut-être faut mieux que tu le fasses parce que c'est toi qui vas le recevoir.